Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, voici la une de ce soir. La 14e législature de l'Assemblée nationale vient de rentrer en action ce samedi 19 août 2017 sur la faveur d'une séance plénière spéciale. Par la même occasion, le bureau de cette nouvelle Assemblée nationale a été mis en place et est chapeauté par Isdor Nvouba. Ainsi, je reçois sur ce plateau Guy Blaise de Seydou, il est directeur de l'information à MN TV et MN Radio. Avec lui, nous allons donc parler de cette nouvelle Assemblée nationale qui vient d'être mise sur pied. Bonsoir Guy Blaise de Seydou. La journée internationale de l'aide humanitaire est célébrée ce 19 août, occasion pour féliciter les humanitaires, ceux-là qui sacrifient leur vie en faveur des autres. Et puis en sport, les Diables Rouges au football ont obtenu leur ticket pour le championnat d'Afrique des Nations après avoir tenu en échec cet après-midi en RDC les Léopards à Kinshasa au match retour un but partout, score final, c'est dans le cadre des éliminatoires du CHAN. Mesdames et messieurs, voilà donc présenter les grands repères de cette édition. Bienvenue au journal. C'est désormais officiel, le nouveau bureau de l'Assemblée nationale a été mise en place ce samedi à l'issue du vote des députés au cours de la session consacrée à la rentrée parlementaire de la 14e législature. Ainsi, Isdor Nvouba a été élu président, Léon Alfredo Pimba et Bouiti Viodo occupent respectivement la première et la deuxième vice-présidence. Le deuxième vice-présidence, le poste du premier secrétaire revient à Pierre Obombi, tandis que le poste de deuxième secrétaire a été confié à Kinyumbi Kiambungu. Madame Euphrasie Virginie Ndoulama a été élue quant à elle première questeur, secondée par Karel Leonidas Moton-Mamouni en qualité de deuxième questeur de l'Assemblée nationale. Alors, Guy Blaise de Seydou, qui a été notre envoyé spécial au Palais des Congrès cet après-midi, il a donc pris part à cette séance plénière consacrée à la mise en place, à l'entrée parlementaire de la 14e législature et la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Une fois de plus, bonsoir Guy Blaise de Seydou. Bonsoir. Alors, vous avez donc pris part à cette session spéciale. Quelle ambiance a prévalu cet après-midi au Palais des Congrès? Merci Jean de Paris Bâtiment Léo. Mais il faut le dire que c'est dans une ambiance empreinte de sérénité, de camaraderie qu'a été tenue cette session inaugurale de la 14e législature. Alors, vous l'avez dit que Isdor Nvouba a été élu président de l'Assemblée nationale avec 144 voix. Il faut le dire que Isdor Nvouba est député de Kindamba, dont le mandat a été prorogé par la Cour constitutionnelle suite à la situation d'insécurité dans le pôle qui n'a pas permis la tenue des élections là-bas. Et puis le premier vice-président revient à Alfred Léon Opimba, élu avec 142 voix. Deuxième vice-président, Roland Bouiti Viodo, qui est député de Luango, du Mar, élu avec 143 voix. Premier secrétaire revient à Pierre Obombi, député de Talangaï 3, élu avec 141 voix. Deuxième secrétaire, Kinumbi Kiambungu, ce poste, nous le savons tous, est réservé à l'opposition. Kinumbi a été élu. Revient à ce poste. Hein? Il revient, il a été élu à Sibiti. Il est élu avec 141 voix, 142 voix, allais-je dire. Le premier questeur, Euphrasie Virginie Doloma, est élue avec 131 voix. Elle est députée de Ifondo District. Et puis le deuxième questeur qui revient à Leonidas Karel Moton-Mamouni, élu de Wesso 2. Il a été élu avec 139 voix. Donc, comme nous l'avions dit, dans la salle, l'ambiance a prévalu dans un climat empreint de sérénité où les députés, les anciens, ceux qui ont rempilé et les nouveaux qui sont arrivés, accolades, poignées de main, on pense que cette session a été vraiment à saluer. Alors, Isdor Nvouba, qui est le président entrant du bureau de l'Assemblée nationale, en prenant ses fonctions, a prononcé un discours. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce discours? Alors, il faut le dire que ça a été un discours axé à la réconciliation.
Isidore Mvouba, qui fait son entrée à la présidence de l'Assemblée nationale, la 14e législature, a d'abord salué ses prédécesseurs qui ont occupé ces fonctions avant lui, notamment le président Kumba le sortant et au feu Tister Tikaya. Et le président entrant de la 14e législature a également épinglé la situation macroéconomique que le pays traverse actuellement. Il a également signifié que la situation est surmontable, comme a dit le président de la République dans son message à la nation. Donc Isidore Mvouba a également signifié aux nouveaux locataires de l'Assemblée nationale que la vraie Assemblée se reconnaît par la hauteur des débats. Donc il faut avoir des vrais débats au niveau de l'Assemblée nationale. Il a également dit que les députés doivent doivent participer au séminaire, se renforcer les capacités, parce que c'est par ce chemin-là que les députés pourront avoir vraiment de la matière afin de faire face aux autres des pays amis s'il est question de faire confronter les compétences au niveau des hémicycles. Merci Guy Blaise de Seydou. Merci. Voilà, je rappelle que vous êtes directeur de l'information à MNTV et MN Radio. Restons toujours dans le volet Assemblée nationale pour dire que la nouvelle Assemblée nationale a été renouvelée après les législatives de juillet dernier. 151 députés ont fait leur entrée cet après-midi à l'hémicycle d'une Assemblée nationale qui connaît une nouvelle configuration avec plus de 80 nouveaux députés et 14 femmes, suivant la nouvelle configuration de la 14e législature avec Jonathan Péat. La 14e législature est renouvelée à 53,64%, soit 81 nouveaux sur les 151. Parmi les 151 députés qui siègent à cette nouvelle Assemblée nationale, 142 sont élus et réélus, 9 autres sont reconduits par la Cour constitutionnelle conformément à l'article 109 de la Constitution du 25 octobre 2015. Cette nouvelle législature n'a pas laissé de côté la question du genre. 14 femmes ont fait leur entrée, soit un pourcentage de 9,27%. Parmi ces femmes qui vont faire entendre la voix féminine dans cette Assemblée nationale, figurent en bonne place Charlotte Opimba, Blandine Nyanga, Sicho Adélaïne Rufine, Mambo Olga, Ingani Inès Nefer-Berti. Bien que la représentativité des femmes soit encore timide pour cette législature, mais elle a connu une avancée par rapport à la 13e législature où 8 femmes ont été élues et 6 femmes comptant pour la 11e législature. La Chambre basse du Parlement est composée de toutes les tendances politiques, notamment la majorité, l'opposition et le centre. Ainsi, 18 partis politiques la composent sur une centaine que compte le paysage politique congolais. Parmi ces 18, le PCT, l'UPADES, le MAR, l'UMP, le RDPS, la DRD, le Club 2002 Pur, le CDR pour ne citer que cela. Par contre, le MCDDI a été repêché de justesse dans la Chambre basse du Parlement grâce à la reconduction de 2 députés par la Cour constitutionnelle. Le muste de Claudine Mounari est le grand absent de cette législature. Quelques habitués des débats à l'Assemblée nationale sont revenus à l'instar de Pascal Tsatima Biala, Jean Jaurès Ondele, Joseph Kinyumbi Kiambungu, Honoré Nsayi, Pascal Alain Leinda, Alain Moka et bien d'autres serviront de leur expérience pour donner une bonne image à cette institution. Surtout qu'elle est rajeunie avec des novices tels que Lissouba Jérémy Sylvain, Ngambili Ibam Berson Exaucé, Obamandon Antoine Bien-Aimé, Mensa Sassou Nguesso, Ngwamba Ninan Pachel. Cependant, une nouvelle vague des acteurs politiques susceptibles d'apporter une nouvelle touche dans la qualité des débats, des analyses de textes qui seront soumis à leur approbation, a fait également son entrée, notamment Juste Désiré Mundele, Bonaventure Boudika, Ngasakis Feriol Constant Patrick, Dean Elvis Tchalissa Okombi, Michel Mboussingouari. En tout cas, les Congolais attendent de ces élus de jouer pleinement leur rôle, celui d'interpeller et de contrôler l'action du gouvernement. Il s'agit aussi de mener des enquêtes parlementaires et voter si possible les motions de censure. Élection sénatoriale, scrutin du 30 août prochain, le Parti congolais du travail a tenu sa 6e réunion du Comité national d'investiture le vendredi, c'est-à-dire hier. À l'issue de cette réunion, 48 dossiers de candidature ont été retenus sur les 233 soumis à l'approbation des membres du dit comité. C'était sous la direction de Pierre Ngolo, secrétaire général du Parti congolais du travail. Reportage Léonce Combat.
Cette réunion qui a duré près de 6h30 minutes a permis aux membres du Comité national d'investiture du Parti congolais du travail d'investir les candidats qui vont compétir pour le compte de cette formation politique aux élections sénatoriales du 30 août prochain. Au total, le PCT présentera 48 candidats aux sénatoriales. Il s'agit là bel et bien des dossiers retenus sur les 233 soumis à l'examen des membres du Comité national d'investiture. D'où l'appel du secrétaire général du PCT, Pierre Ngolo, à la mobilisation et à la discipline pour une victoire écrasante du Parti congolais du travail à l'issue des sénatoriales qui pointent à l'horizon. Je vous félicite pour tout le sérieux que nous avons mis dans le traitement du dossier. À partir d'aujourd'hui, nous devons être sur le terrain, organisés, mobilisés, disciplinés, pour que les résultats des élections que nous avons bien préparées soient bien le prolongement des performances réalisées par notre parti au cours des élections législatives et locales. À noter que la 6e réunion du Comité national d'investiture du Parti congolais du travail s'est tenue le 18 août, jour prévu par la DGAE, Direction générale des affaires électorales, pour la clôture des dossiers des candidatures aux élections sénatoriales. Un autre titre du journal, le 19 août de chaque année, l'humanité célèbre la journée internationale de l'aide humanitaire. Cette journée est l'occasion de saluer le dévouement et le courage des travailleurs humanitaires qui, jour après jour, mettent leur propre vie en danger pour sauver celle des autres. En rapport avec cette célébration de Washington Ebina, président de la Fondation Ebina, donne son point de vue. Suivant cela dans ce reportage signé Amo Christi Pembet. Instauré le 11 décembre 2008 par l'Assemblée des Nations Unies par résolution 63/139, le 19 août de chaque année a été désigné Journée mondiale de l'aide humanitaire. Ceci après l'attentat perpétré en 2003 au siège de l'ONU à Bagdad, en Irak. Attentat lors duquel 22 travailleurs humanitaires ont perdu la vie. Depuis lors, on honore la mémoire de ceux qui ont péri et c'est aussi une opportunité de saluer et de rendre hommage au personnel qui mène des actions essentielles pour alléger les souffrances des victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles ou d'autres situations d'urgence. C'est le cas au Congo avec Joe Washington Ebina, président de la Fondation Ebina, qui œuvre dans ce domaine depuis plusieurs années. L'action humanitaire est essentielle à la vie humaine. L'action humanitaire est une action de solidarité envers les personnes démunies, les personnes qui vivent dans nos sociétés et qui souffrent. Et donc je crois que c'est un élan, c'est une journée qui devrait nous rappeler simplement que l'action ne doit se faire quotidiennement. Dans notre République, il y a énormément de personnes qui souffrent et qui passent des moments très difficiles. Et nous devons être toujours solidaires. Le vrai bonheur, c'est celui de partager avec ceux qui souffrent, a poursuivi Joe Washington Ebina. De nature, les Africains sont solidaires. Mais dans le cadre de l'action sociale, c'est pas très manifesté, c'est pas très engagé au Congo. Mais les Africains sont souvent des gens qui partagent. Mais dans le Congo, il y a souvent un abandon. On oublie que la vie n'a qu'un sens au service des autres. Donc toutes ces populations qui sortent du pool meurtri doivent sentir une action humanitaire envers leur personne, mais ce n'est pas assez fait. Et donc il est déplorable de voir qu'il n'y a pas assez d'action au Congo pour rappeler que l'action humanitaire n'est que finalement un sens à la vie, dans la mesure où une catastrophe peut arriver à tout moment. Et à ce moment-là, on aura bien besoin de l'action des autres, aussi bien à l'extérieur. Donc je crois qu'il faut s'engager dans l'action humanitaire. Notons que la Journée mondiale de l'aide humanitaire consiste à promouvoir un respect à l'échelle mondiale du droit international humanitaire et des principes directeurs de l'action humanitaire, à savoir les principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. Une autre journée célébrée le 19 août, c'est la journée mondiale de la photographie. À l'occasion de cette célébration, nos reporters ont sillonné quelques labos photos de la place. Question d'en savoir plus sur l'importance du processus de fabrication d'images qui est la photographie. Les détails dans ce reportage de Dan Viclin Simba.
Définie comme un processus de fabrication d'images sur une surface sensible, la photographie est une image sur un support servant de preuve ou de renseignement. Depuis, la photographie a fait son chemin, devenant l'outil privilégié du témoignage historique, du journalisme, de la découverte. Elle trouve rapidement son usage dans le reportage, dans l'anthropométrie inventée par Alphonse Bertillon. Oscar Makundu, technicien au labo photo orchidée numérique, sur l'importance de la photographie. Elle devient accessible à tout le monde parce que le numérique a essayé un peu de vulgariser, de rendre les appareils de photographie faciles à obtenir, donc le coût a baissé, et ce qui permet à tout un chacun d'obtenir des images assez facilement. Avec la morosité économique actuelle, le métier de photographe n'est plus rentable comme auparavant. Jadis, le métier de photographe faisait vivre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est du moins ce que nous a confié le photographe Jean de Gamy. La photo qu'on vend à 1000 francs, tu fais la photo à 1000 francs, on te la délivre même à 500. Tu fais la photo, d'abord, quand tu amènes 5 photos, lui il dit non. Moi, je n'avais pas besoin des photos, donc il faut maintenant la réduire à 500, 750. Donc vraiment, ça devient de n'importe quoi. Peu achètent la photo, beaucoup n'achètent pas. D'autres encore se plaignent de la baisse de la clientèle due à la cessation des activités du CFCO. Ça ne se passe pas vraiment bien dans les derniers temps. La gare, ça ne fonctionne pas depuis l'événement de l'India à Lupul. Voilà, c'est ça. Non, ce n'est plus la même clientèle, c'est maintenant un peu affaibli. C'est maintenant affaibli parce que si avant on avait peut-être 100% de clientèle, maintenant on a peut-être 25%, 50%, ça dépend. Ici, c'est dû à la fermeture du CFCO. Il faut dire que l'arrivée du numérique a facilité le processus de fabrication des photos. Aussi, avec le numérique, on a la possibilité de faire revivre la photo, ce au grand bénéfice des amoureux de la photo. En littérature, retenez que le nouveau livre de l'écrivain congolais Gabriel Ntchaebia, intitulé Adieu Madiba, est désormais disponible sur le marché du livre, un ouvrage paru aux éditions Emar, dans lequel l'auteur retrace la vie politique et intellectuelle de Nelson Mandela, dit Madiba. La cérémonie de dédicace du dit livre a eu lieu ce samedi au siège de la préfecture de Brazzaville. Allons à la découverte de ce livre avec Erika Samba. Préfacé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et un total de 149 pages, Adieu Madiba est d'après son auteur un livre d'encouragement pour les générations futures désireuses de combattre les antivaleurs politiques, sociales, voire culturelles. À travers ces 4 chapitres, parmi lesquels l'homme de la naissance à l'entrée en politique, le combat contre l'apartheid, Gabriel Ntchaebia relate la biographie politique et intellectuelle de Nelson Mandela. Cet opuscule présente la vie de Madiba depuis l'enfance jusqu'à la mort. On y parle de sa vie familiale, notamment ses 3 mariages, son combat politique avec son séjour de 27 ans derrière les barreaux de l'apartheid. Comment Mandela a-t-il géré le pouvoir? Que laisse-t-il comme héritage à l'Afrique et au monde? Telle est l'économie générale de cet opuscule qui n'a pas pu épuiser toute la dimension de l'homme, Mandela étant un homme multidimensionnel. Abordé sur le choix du titre de son ouvrage, Gabriel Ntchaebia répond. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup marqué par des tas et des tas de choses qu'il a faites en Afrique du Sud. Pardonner à ses geôliers. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un qui vous met en prison, au risque de vous priver même la vie, quand vous sortez de prison, vous l'embrassez, vous l'appelez pour partager le pouvoir avec lui. C'est des choses qu'on ne trouve pas partout en Afrique. Mandela l'a fait. Donc, ces choses nous ont tellement tourmentés que nous nous sommes dit qu'il fallait les rapporter dans un ouvrage comme ça. Ghislain Kunku, maître avocat au barreau de Brazzaville, a apprécié à sa juste valeur le talent de l'auteur. C'est un ouvrage merveilleux.
Et je dis merci à l'auteur qui nous a invités à cette cérémonie de présentation de ce merveilleux. Né à Soaké, dans le département de la Songa, au nord du Congo, en 1956, Gabriel Ontia Ebia est magistrat hors classe, diplômé de l'École nationale de la magistrature de Paris, section internationale. Il fut tour à tour ministre congolais de la justice et des droits humains, ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État. Il occupe aujourd'hui le poste d'ambassadeur du Congo en République centrafricaine. Il a également écrit des ouvrages tels que Congo, 50 ans d'indépendance, pour quel avenir, le moment de choisir la parole au peuple souverain. Paru aux éditions Emar, Adjo Madiba est la 6e publication de l'écrivain Gabriel Ontia Ebia. Se rendre compte du fonctionnement du groupe MENCOM afin de consolider des liens de coopération avec l'ambassade de France au Congo. Tel est le sens à donner à la visite qu'a effectuée le jeudi dernier Madame Aurélie Godet, chargée de mission de presse à l'ambassade de France au Congo. Le reportage est de Yvan Amolpape. Du studio d'enregistrement de son en passant par la régie de production radio-télé et la salle de montage, cette visite guidée a permis à la chargée de mission de presse à l'ambassade de France, Aurélie Godet, de se faire une idée des conditions dans lesquelles les agents du groupe MENCOM exercent leur métier. Qui devrait exister, et ça c'est aussi, voilà, en gardant contact avec nous, on va pouvoir peut-être travailler ensemble et voir par la suite ce qui est faisable. Saisissant cette opportunité, le directeur général du groupe MENCOM a éclairé la lanterne de son interlocutrice sur la politique mise en place pour que ce média retrouve son rayonnement. Après son entretien avec les journalistes de la direction des informations, Madame Aurélie Godet s'est exprimée en ces termes. Très contente d'avoir été accueillie ici, d'avoir pu voir la salle de réaction, les journalistes, de pouvoir mettre des visages sur des noms et je suis impatiente de pouvoir travailler avec cette chaîne par la suite. Soulignons que cette visite guidée s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations de coopération entre l'ambassade de France et le groupe MENCOM. L'actualité rappelle l'adresse du président de la République au peuple congolais le 14 août n'a pas laissé indifférent l'Union pour un mouvement populaire. À cet effet, l'UMP salue le courage et la franchise du président Denis Sassou Nguesso et appelle au rassemblement de toutes les composantes sociales pour faire face à la situation économique et financière morose du pays. Les détails dans ce reportage d'Ulrich Adjobi. Dans cette déclaration rendue publique par William Bouaka, membre du bureau politique de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire salue la bravoure de Denis Sassou Nguesso suite à son discours qualifié de vérité sur l'état de la nation. L'Union pour un mouvement populaire, parti du centre, salue vivement le courage politique et la franchise dont a fait montre le président de la République, chef de l'État. Adhère pleinement à la dynamique du rassemblement des Congolaises et des Congolais lancé par le président de la République autour des valeurs de travail, d'innovation, d'acceptation des réformes, de compétitivité et de rationalité. Soutient avec force la ferme volonté du président de la République de surmonter la crise actuelle. Pour répondre à l'appel du chef de l'État, notre parti, l'UMP, prend l'initiative de s'associer avec d'autres dynamiques pour une grande campagne de sensibilisation sur l'intérêt d'un sursaut patriotique. En tant que parti rassembleur, l'UMP lance un appel pour une solidarité nationale inclusive. L'Union pour un mouvement populaire en appelle à une large solidarité nationale en demandant à l'élite politique, sans exclusion aucune, de dépasser les querelles partisanes, de surmonter les obstacles politiciens pour s'associer sincèrement à la gouvernance participative que propose le président de la République. Aux formations syndicales, de poursuivre le dialogue social, à l'élite entrepreneuriale, de saisir l'opportunité de la diversification par une multiplication des actions dans les domaines de l'agriculture,
de l'agro-industrie, de l'élevage et des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Au gouvernement de la République de proposer une trêve sociale, de soutenir efficacement l'initiative privée, la formation des jeunes et le renforcement de l'autorité de la loi qui demeure sans nul doute des gages sûrs de stabilité et de développement. Enfin, l'Union pour un mouvement populaire invite toutes les forces vives de la nation à plus de confiance et de calme, car, dit-elle, la situation est certes difficile, mais elle reste tenable. Élu à plus de 64% dans le premier tour aux élections du 16 juillet dernier à Gomboma 2, Antoine Bien-Aimé Obamandong, qui vient de découvrir pour la première fois les arcanes de l'Assemblée nationale, se dit prêt à la tâche, à la hauteur de la tâche. Dans ce portrait que nous consacrons à ce Benjamin de l'Assemblée nationale, nous y reviendrons sur son parcours et ses priorités en tant que député. Guy Blaise de Cid. De nationalité congolaise, Antoine Bien-Aimé Obamandong est depuis le 22 juillet 2017 le député élu de Gomboma 2 dans le département de Plateau. Ce après une intense et dynamique campagne qui l'a permis d'avoir le dessus sur son challenger dès le premier tour avec 64,68% des voix. Ce jeune homme, âgé de 25 ans, qui est assurément le Benjamin de cette 14e législature, pense déjà au rétablissement de la confiance entre le parlementaire et les populations, ainsi qu'aux propositions de loi, baromètre qui fait parfois juger les honorables députés lors du bilan de l'exercice de leur mandat. Le plus grand combat aujourd'hui, vous savez, avec ce que se passe sur les réseaux sociaux, on se moque des députés, on traite des députés de tout, de dormeurs. Mais premièrement, c'est de rétablir la confiance entre les parlementaires et la population. Et ensuite, c'est de bien faire le travail de parlementaire, qui n'est autre que contrôler l'action du gouvernement, voter, mais surtout proposer des lois. Donc il va se falloir bien connaître encore plus le Congo, les problèmes du Congo, les lois du Congo, et travailler dans le sens du bien-être, du mieux-être ensemble. Né en Cailly dans le département de la Bouenza, grandi à Pointe-Noire et Brazzaville, étudiant en 2012 à la faculté de droit de l'université Mariam Gwabi, Antoine Bien-Aimé Obamandong a vite porté son choix professionnel sur l'administration qu'il exerce d'abord comme secrétaire principal d'administration à la direction générale de la fonction publique au service archives et documentation. Mais toutefois, son besoin de rapport de proximité le fait installer définitivement à Brazzaville, dont il écrit en 2014 son tout premier ouvrage intitulé Le jardin de Denis à parachevé. Ouvrage qui retrace les avancées significatives du Congo depuis l'accession au pouvoir du président Denis Sassou Nguesso à ce jour, tout en insistant sur la gouvernance intergénérationnelle. Cette œuvre l'a fait mis sous les projecteurs des grands écrivains en l'emmenant au Salon du Livre de Paris de la même année. Bien-Aimé Obamandong, qui pour la première fois ouvrira les portes de l'hémicycle, serait-il à la hauteur de la tâche qui l'attend? La population de Gomboma n'a pas voté le jeune. Ils n'ont pas voté parce que j'étais jeune ou parce que je m'appelle Obamandong ou parce que j'ai 25 ans. Ils m'ont simplement voté parce que j'étais le candidat qui rassurait, je suis le candidat qui a fait ses preuves, je suis le candidat qui a parlé, qui a échangé, qui connaît le fond des problèmes. Et puis, vous savez que la confiance n'est pas avec les populations de Gomboma, ce n'est pas seulement aux législatives, c'est que depuis le référendum, nous avons beaucoup travaillé avec les populations de Gomboma qui avaient massivement voté pour le oui à 100%. Donc ils étaient déjà pour cette gouvernance intergénérationnelle. Combattant de la jeunesse, Abo, comme l'appellent affectueusement ses amis, crée en 2015 la Génération Z, une plateforme de réflexion et d'action politique qui a pris activement part à la campagne référendaire. Son combat politique, qui ne sera outre que la prise en compte de la jeunesse dans les instances de gouvernance, l'a permis très tôt de rôder son activisme à l'exercice de la vie militante dans plusieurs activités d'abord, dont sa participation dans la campagne électorale pour le compte du candidat président élu Denis Sassou Nguesso dans l'exercice de sa profession d'écrivain
1980 ensuite, où il écrit son deuxième ouvrage intitulé « Jeunesse congolaise de l'ombre à la lumière », un livre d'interpellation et d'orientation qui dresse l'état des lieux de la situation de la jeunesse congolaise. Antoine Bien-Aimé Obamondon participe activement au débat politique du pays et se fait remarquer par ses prises de position dans les congrès qui marquèrent définitivement l'évolution des institutions. Son engagement en politique est marqué par deux personnalités, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, et l'honorable Denis Christelle Sassou Nguesso. Bonne nouvelle pour les amoureux du ballon rond. Les Diables Rouges locaux viennent de se qualifier au championnat d'Afrique des nations de football au Kenya 2018. C'est après avoir tenu en échec les Léopards de la RDC ce samedi à Kinshasa au match retour dans le cadre des éliminatoires du CHAN. Score final en but partout. Il faut rappeler qu'au match aller, les deux équipes s'étaient neutralisées à Brazzaville sur un score nul et vierge de 0 but partout. Voilà, c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur MNTV.